Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel-Leclerc. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a présenté le budget de l'an 1 du Québec. On avait très, très hâte d'entendre les réactions de François Legault, celui qui a été à l'origine de ce dernier exercice par le Parti québécois au début des années 2000. Essentiellement, François Legault a mis en garde les Québécois en disant que la souveraineté serait viable financièrement, oui, mais pour impliquer des sacrifices pour plusieurs années. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô? Bonjour. Et là, la chicane est pognée. Et au cœur de tout ça, il y a cet extrait. D'une part, on l'écoute ensemble, puis après ça, on le commentera. Il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui a fait certaines comparaisons. Des comparaisons que M. Legault n'a pas aimées. Voici l'extrait. Les vieilles chicanes, Madame la Présidente, c'est l'expression de Jean Chrétien. Je sais pas quoi rajouter. Traiter de Jean Charest, y a-t-il quelque chose de plus insultant que de se faire traiter de Jean Charest? Il a même dit Jean Chrétien. Quand même. Yasmine, qu'est-ce qu'il y a de si insultant que ça à se faire traiter de Jean Charest? Éclaire-nous. Ben, je trouve que ça manque de délicatesse, je trouve que ça manque de hauteur et Jean Charest, il l'aime peut-être pas, là, puis il le voit peut-être comme un adversaire autrefois, mais ça a quand même été un premier ministre du Québec, puis lui-même est premier ministre du Québec. Et donc, s'il n'a pas de respect, s'il ne porte pas de respect envers la personne, il doit à tout le moins porter un respect envers l'institution qu'est le premier ministre, le rôle du bureau du premier ministre du Québec. Je trouve que, tu sais, François Legault, quand il va dans ce genre de trucs, c'est là où il est à son pire. Il y a 2 semaines, il était avec Jean Charest à la Romaine, puis il était en train de dire qu'il était courageux, puis c'est en train de dire que, de le remercier d'avoir eu du courage à mener des projets aussi gros que la Romaine. Pourquoi devant lui, il lui porte des messages comme ça, puis dans les couloirs de l'Assemblée nationale, il dit que c'est insultant? Moi, il me semble qu'il y a bien d'autres affaires bien plus insultantes que se faire comparer à un ancien premier ministre du Québec. Je trouve qu'il a échappé solide, le premier ministre, là-dessus, puis c'est pas digne du poste qu'il occupe. Marc-André, est-ce que c'était maladroit de la part de M. Legault? Oui, très maladroit, parce qu'ensemble, tous les trois, là, on pourrait prendre 5 minutes, là, puis trouver 10, 15, 20 personnages là, où ce serait encore plus insultant que de se faire comparer à Jean Charest ou à Jean Chrétien. Ce qu'on voit, je trouve, depuis que M. Saint-Pierre Plamondon a déposé son budget de l'an 1, c'est vraiment M. Legault, il n'est pas à son meilleur. Mais en fait, il n'est pas à son meilleur depuis qu'il a perdu Jean Talon. Là. Et là, vraiment, il a perdu le Nord. C'est une boussole qui a perdu le Nord présentement. Et là, de se sentir offusqué, là, de se faire comparer à Jean Charest et à Jean Chrétien, c'est parce que M. Legault, il n'est pas à l'aise dans le rôle qu'il doit jouer présentement. C'est le rôle de Capitaine Canada. C'est le rôle du gars qui dit présentement, on n'en fera pas de référendum, puis il n'y aura pas de 3e fois qu'on va consulter la population. Fait que là, on voit bien qu'il est pas bien dans sa peau. Là. Puis là, quand il patine, là, il patine ses bottines, là, présentement, François Legault. Il n'est pas capable vraiment de jouer là-dessus parce qu'il est vraiment inconfortable. Puis l'attaque de M. Saint-Pierre Plamondon, elle est valable parce que M. Legault, il utilise présentement les arguments que Jean Chrétien puis Jean Charest utilisaient à l'époque des référendums, en 95 par exemple, mais ces arguments-là sont peut-être encore bons, sont probablement encore bons aujourd'hui, parce que également, on nous ramène la souveraineté. Moi, ça me fait rire présentement de voir les souverainistes dire « Ah, vous nous ramenez des arguments des années 90. » Ouais, mais vous ramenez, vous les souverainistes, une idée, justement, des années 90. Fait qu'on joue sur la même patinoire, les amis, là. Puis, petit message également aux souverainistes, là. Si vous pensez que ça prenait seulement un rapport de 84 pages pour relancer le débat puis que la souveraineté va se faire demain matin, ben pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, ce rapport-là? Je veux dire, c'est un peu simpliste présentement, les raccourcis qu'on fait. Moi, je ne sens pas dans la société civile présentement là, un élan là, pour la souveraineté. Là.
Non, mais c'est un pavé dans la mare, tu sais, c'est un point de départ, c'est un exercice, moi je trouve, qui a quand même été bien fait, plus de 80 pages, avec des données qui démontrent, en tout cas, la mauvaise gestion des finances publiques au fédéral, ça c'est sûr. Tu parlais, Marc-André, de Capitaine Canada. J'invite les gens à aller voir la caricature d'Y, là, c'est disponible, entre autres, là, sur X, là, sur les plateformes du journal, où là... Il y a Paul Saint-Pierre Plamondon d'un côté, vive le Québec souverain, avec son budget de l'an 1 en main, avec son espèce de costume à la Batman. Et là, M. Legault habillé en Capitaine Canada. Vous savez, moi, ça me fait toujours rire quand Y fait le petit bec pincé de M. Legault. Là. Vous remarquerez, la moue, là, là. la petite moue, là, vous remarquerez, là, les gens qui nous écoutent, en point de presse, quand M. Legault n'aime pas une question de certains journalistes, là, oh, le petit bec, là, la petite moue, là, ça revient assez rapidement. C'est vrai, Yasmine, que ça le place un peu dans une drôle de situation, là, François Legault, actuellement. C'est la situation dans laquelle il voudrait pas être. Puis oui, évidemment, on le sait qu'au fond de lui, il a été un souverainiste trop longtemps. Assez longtemps, je veux pas dire trop longtemps, mais assez longtemps un souverainiste. Il a été quelqu'un de très pressé pour faire la souveraineté dans son implication au Parti québécois. Et là, évidemment, toute l'idée de la coalition Avenir Québec, c'est que le Québec est rendu ailleurs, que le Québec ne veut plus entendre parler de ces vieilles chicanes entre le clan fédéraliste et le clan souverainiste, puis qu'on veut être beaucoup plus pragmatique et gérer notre nation avec les compétences que l'on a et aller en chercher d'autres. Mais là, quand on ramène la souveraineté et qu'il n'y a pas de parti libéral qui soit assez fort pour jouer le rôle de Capitaine Canada, François Legault se retrouve à devoir être sur cette patinoire-là qu'il a refusé le jour où il a créé la coalition Avenir Québec. Alors, il faut pas s'attendre à le voir déclarer son amour pour le Canada, pour la fédération, pour l'unité du pays, mais il va encore là toujours nous dire qu'il est contre le référendum, pas contre la souveraineté. Puis il y a une méchante différence entre un référendum et la souveraineté. Marc-André, si Jean Charest, le principal intéressé, n'a pas réagi, son fils a réagi sur X. Antoine Dionne Charest s'adresse d'ailleurs à François Legault. Il l'a identifié dans la programmation, dans la publication, pour être bien sûr qu'il la voit. Rien ne justifie que vous insultiez d'anciens premiers ministres, voire quiconque par ailleurs, lorsque vous vous comportez ainsi. Vous n'êtes ni respectueux, ni généreux, ni digne de la fonction qui est la vôtre. Est-ce que c'est un fils qui défend son père ou c'est quelqu'un qui prépare le terrain éventuellement pour faire le saut en politique? Peut-être les deux. Je pense que peut-être les deux. Il ne s'est pas caché, M. Dionne Charest, de vouloir se présenter un jour. Moi, je pense que plus les journées vont passer, plus son téléphone va sonner, pas juste pour être candidat en 2026 ou en 2030 ou peu importe, mais d'être candidat à la chefferie. Là, parce que, je sais pas, vous avez sûrement vu ça hier. Là. Hier, il y avait un article du Devoir qu'André Pratt allait se présenter. Après ça, oui. M. Pratt, il dit « j'y vais pas ». Il dit non, lui. Bon, fait il a dit non. Mais là, la conclusion de la journée, c'est qu'il n'y en a pas plus de candidats, là, parce que Fred Beauchemin est toujours sur la voie de côté. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, les gens qui voient ça, puis de voir la verbe avec laquelle M. Dionne Charest est capable de répliquer à M. Legault, ben c'est sûr que ça va faire rêver des gens, là. Et c'est certain que présentement, au PLQ, il y a une opportunité, là. Si c'est vrai qu'en 2026, on se retourne encore une fois sur une campagne référendaire, ben les libéraux peuvent jouer ce que Yasmine t'expliquait, c'est ce rôle-là d'être Capitaine Canada. Mais entre vous et moi, c'est un peu décourageant de penser encore une fois qu'en 2026, on va refaire une campagne électorale sur cet enjeu-là quand ça va pas mieux dans nos écoles, quand ça va pas mieux dans nos hôpitaux, quand nos routes vont pas mieux également. Fait ça va pas mieux sur les routes. Fait que c'est un peu décourageant de penser qu'on va ressortir ce film-là présentement, puis qu'on va rejouer là-dedans. Puis ça a mis vraiment le Québec, encore une fois, ça l'empêche le Québec de jouer son rôle sur la scène canadienne. Mais clairement, ça a l'air, c'est là-dessus qu'on s'en va, là. Ouais, PSPP dit même que ça va être la question de l'urne. C'est pas rien. Pas juste un des enjeux, la question de l'urne. Yasmine. Mais qu'on en fasse un référendum. Qu'on en fasse un demain matin, qu'on règle ça. On va arrêter de perdre notre temps. Je veux dire qu'on en règle un. Moi, je suis parfait. Je veux dire qu'on en fasse un demain matin. On va faire le débat. Puis après ça, on peut avoir la paix pour 100 ans?
Mais à plus court terme, Yasmine, il y a une réforme importante du réseau de la santé qui est en cours. C'est quand même quelque chose de très, très gros sur le bureau du ministre Christian Dubé. Et dans la section « Faites la différence » du journal, il y a une lettre co-signée par 6 ex-premiers ministres du Québec là, qui sont encore vivants. Donc, Pierre-Marc Johnson, Daniel Johnson, Lucien Bouchard, Jean Charest, Pauline Marois et Philippe Couillard, qui sont inquiets par les effets de la réforme Dubé en santé. Et face à cette pression-là, le ministre a quand même apporté certaines modifications, là, entre autres au niveau des conseils d'administration dans les établissements. Oui, en fait, ce que craignent les 6 ex-premiers ministres, c'est que cette centralisation va faire perdre ce palier de gouvernance très local qui maintienne la spécificité de certaines institutions de la santé, notamment, il donne comme exemple l'Institut de cardiologie de Montréal, qui est un institut hyper important, non seulement pour Montréal, mais pour le Québec, et qui s'est distingué à travers le monde pour les recherches, pour les traitements et pour les experts qui sont capables d'attirer. Or, si on enlève le conseil d'administration de l'Institut de cardiologie de Montréal, par exemple, et qu'on l'intègre dans une société d'État qui s'appellerait Santé Québec, comme en train un peu de noyer cette spécificité avec d'autres plutôt que de garder ce joyau qui fonctionne bien. Alors, pourquoi changer une recette qui fonctionne bien? C'est ce qu'ils disent. On voit que M. Dubé est sensible à ça puis qu'il est prêt à remettre ce qu'ils appellent des conseils d'administration d'établissement. Donc, ce ne serait pas nécessairement des paliers de gouvernance qui auraient pour mandat de gérer concrètement le quotidien des opérations et évidemment ces instituts, mais plutôt gérer les fonds de recherche, gérer, le financement de leur propre fondation. Je ne sais pas à quel point ça répond spécifiquement aux objectifs et aux craintes qui ont été exprimées par les 6 ex-premiers ministres, mais il est clair qu'il y a de plus en plus de voix qui se lèvent pour dire au premier ministre que ça va beaucoup trop vite, beaucoup trop loin et que ça ne va pas se faire à l'avantage du patient et aussi des organisations de santé qui font notre fierté ici et ailleurs. Mais Marc-André, au-delà des structures, revenons à la base. Qu'est-ce qu'on veut comme Québécois quand on va dans les établissements de santé? On veut être traité dans un délai raisonnable. On ne veut pas attendre 15 heures à l'urgence. Si on souffre, si on est sur une liste d'attente pour être opéré, on ne veut pas attendre 1 an et demi avant de se faire opérer. Tu sais, ça, là, puis avoir un médecin de famille, mais ça, c'est pratiquement en couleur. C'est moi, là, qui fasse une structure qui appelle ça Santé Québec, les CIS, les CIUS, les CHOUIS, les CHOUS, je m'en sac. Faut que ça marche. Ouais, mais c'est ça, mais justement, on est beaucoup là, dans la poutine administrative. Tu sais, moi, là, j'avais un médecin de famille à Gatineau, déménage à Québec, là, je le perds, là, moi, je suis là-dedans. Le Gap, là, faut que j'appelle au Gap, et ça finit plus. Il y en a un le mardi qui donnait une information, le mercredi, c'est pas la même information. Moi, on s'amuse là-dedans. Là, il y a plein de gens qui savent même pas c'est quoi le Gap, le guichet d'accès. Mais... Il y en a plein qui savent. C'est un magasin de vêtements. mais moi, où je m'interroge dans la sortie des 6 anciens premiers ministres, c'est très sur l'Institut cardiologique de Montréal. Là. Puis là, on nous parle de ça, puis là, ça va à Santé Québec. Mais oui, la santé, c'est important, là, mais je trouve que c'est un petit enjeu quand même dans toute la... Que là, il faut qu'ils sortent les 6 ensemble. Puis en plus, il y a une erreur là, dans leur lettre, ils ne s'en rappellent pas. Là. Au début, ils disent que c'est la première fois qu'ils sortent ensemble. Mais hier, j'entendais Jules Duceppe qui disait que sur la loi 101 dans les institutions fédérales au Québec, les 6 mêmes personnes sont sorties. Là. Fait que là, déjà dans le premier paragraphe, il y a une erreur de fait. Là. Je ne sais pas ce qui se passe, ils ne s'en rappellent pas. Peut-être quelqu'un a signé à leur place la première fois, mais c'est déjà arrivé dans le passé. Mais pourquoi ils sortent sur cet enjeu-là? La seule institution qui est nommée, c'est l'Institut de cardiologie de Montréal. Oui, ça a un impact, mais vraiment, je trouve que c'est un petit enjeu par rapport à d'autres enjeux sur lesquels les 6 auraient pu sortir ensemble. Bon, sur la scène internationale, c'est sûr qu'on est encore préoccupé par la situation, la guerre entre le Hamas et Israël, la situation surtout des civils là, dans la bande de Gaza. Il y a eu des premiers convois qui entrent au compte-gouttes. Yasmine, le premier ministre Trudeau s'est fait questionner hier sur est-ce qu'on doit faire une trêve, un cessez-le-feu ou une pause humanitaire. M. Trudeau est favorable à une pause humanitaire. C'est quoi la différence entre les deux?
Ben, un cessez-le-feu, c'est quelque chose à plus long terme, tu sais, qui dure plus longtemps que juste une trêve ou une pause humanitaire. D'habitude, quand on réclame une pause humanitaire, c'est un cessez-le-feu ponctuel de manière à laisser les civils sortir de là et continuer la guerre éventuellement. Le problème avec la pause humanitaire dans la bande de Gaza, c'est que les civils peuvent pas sortir de là. C'est ça la réalité. C'est que si on fait une pause humanitaire, est-ce que c'est pour laisser les vivres rentrer? Ben, t'as pas besoin d'une pause humanitaire, t'as besoin d'un corridor humanitaire, puis celui-là, ben, il commence à fonctionner. Alors, je ne vois pas pourquoi on joue avec les termes ici. Est-ce qu'on veut laisser croire à ceux qui réclament un cessez-le-feu qu'on réclame un cessez-le-feu alors qu'on le réclame pas vraiment tout à fait? Chose certaine, c'est que je ne comprends pas. Tu sais, l'ONU réclame un cessez-le-feu, l'UNICEF réclame un cessez-le-feu, toutes les organisations internationales réclament un cessez-le-feu. On voit que les États-Unis essaient de retenir Israël pour ne pas commencer l'offensive terrestre. On voit que les négociations avec le Qatar, qui ajoute comme médiateur, fait en sorte, jusqu'à date, il y a 4 otages qui ont été libérés. J'espère qu'on va tous les libérer et qu'ils vont être sains et saufs. Là, je l'espère du plus profond de mon cœur. Mais il faut qu'on arrête de faire couler du sang dans cette région du monde. C'est trop. C'est trop. Collectivement, c'est trop. Mais ce qui était loufoque hier, Alexandre, c'est M. Trudeau là, qui nous dit une pause humanitaire. Et là, quand les journalistes lui ont demandé à son bureau qu'est-ce que ça voulait dire, mais non, c'est pas la trêve humanitaire que l'ONU demande. Mais là, t'as pas, là, sérieusement. C'est quoi la... Non, c'est un autre... Non, puis c'est été rapporté par plusieurs journalistes qui couvrent l'actualité sur la colline d'Ottawa. Fait qu'une pause humanitaire, c'est pas une trêve humanitaire. Oh. Moi, j'aimerais ça que le premier ministre, c'est quoi une pause humanitaire? Parce pourquoi il n'est pas capable de s'exprimer clairement? Ben, parce que clairement, c'est son déchirement de caucus. On est mercredi aujourd'hui, là. Là, ce matin, là, c'est les caucus nationaux à Ottawa. Là c'est l'ensemble des députés, tous les libéraux vont être là. Puis là, ça va être à la fin, il y a tout le temps ce qu'on appelle le open mic. Là, c'est là, tu ouvres les micros. Là. Au début, tu parles des projets de loi. Bon, cette semaine, on va aborder C8, on va parler. Puis là, à la fin, tu ouvres les micros. Puis là, c'est là que les députés vont ventiler. Là. Puis là, fait que là, tu vois, là, encore une fois, là, c'est pas une trêve, c'est une pause. C'est encore une invention, là. Ça veut rien dire, ça, là. C'est dire, si t'es pas pour une trêve, t'es pour une pause, mais explique-nous c'est quoi la différence entre les deux, là. Ouais, donc les députés vont ventiler, mais je te dirais, et je vous dirais qu'en regardant les sondages, il y en a qui vont hyper ventiler. Yasmine, Marc-André, merci pour la discussion. C'est bon.